sur le Peul par hasard. J'ai fait des études, j'ai appris cette langue à l'INALCO à Paris, en même temps que je faisais des études d'histoire. Donc voilà, et puis en même temps je travaillais dans des associations où j'avais des amis sénégalais et mauritaniens. Petit à petit, j'ai fait que ça. Et par la suite, j'ai trouvé très intéressant de s'intéresser d'étudier la littérature peul parce que en fait, ça nous oblige à réfléchir beaucoup à ce qu'est la littérature. Donc au-delà du monde peul, pour moi, c'est surtout une réflexion théorique sur ce qu'est la littérature et qui est très intéressante à partir du cas. Enfin, le peul, évidemment que c'est une langue qui appartient à la famille Niger-Congo, si on prend la classification linguistique. Et c'est une langue qui couvre une large zone en Afrique, toute la bande soudano-sahélienne quasiment. Et donc il y a énormément de dialectes, énormément de variantes dialectales qui dépendent des régions. Donc en général, les deux termes qui sont utilisés de manière très générale, c'est Pulaar et Fulfulde, mais évidemment, il y a des appellations beaucoup plus précises selon les régions. Mais oui, c'est une langue très complexe d'ailleurs à apprendre. Avec Franck, on avait déjà travaillé ensemble sur du théâtre en peul, et ça s'était très bien passé. Donc ce qui a motivé, c'est que cette poésie, la poésie de Bakary Diallo, c'est une poésie qui est très visuelle dans le sens où elle repose sur un territoire et un paysage qui est réel. Mélanie a commencé à me parler de son projet de faire un film sur les recherches qu'elle menait sur Bakary Diallo. Et moi, ça m'a très vite intéressé. De l'idée de découvrir ce sujet, cette littérature que je ne connaissais pas, et de l'éventualité de partir au Sénégal, dans le Fouta, le territoire peul du Nord Sénégal, et de connaître, découvrir une population, la vie sur place, et de découvrir toutes les personnes qui sont investies dans cette recherche, et de la surprise, de l'entrain qu'il y a derrière cette recherche, et de l'intérêt que les gens portent à Mélanie et à ces recherches, et de leur intérêt à y prendre part, et à essayer de rendre les honneurs à ce poète. Bien que partis à la recherche de lieux, le hasard nous menait bien souvent à rencontrer les descendants des personnages cités dans les poèmes de Bakary Diallo. minen noon goni aylisere ɗum ɗo fayni aylisere hande salam e ceerno sire wallahi ceerno sire lami ceerno aylisere ceerno sire lami e o yimi ɗum e nder ceerno sire o yimi ɗum e nder est ce que embo wiya e nder jumagol siftoranami ولات إنا أمين بقابة واجي إنا سورة مين نفوه سامي وأنا بند وهو دل كأنه قال حرجن تغور من سفتران جاي تير سيري تسبان نورو سينان يدو سلام ok d'accord Bakary Diallo e ɓeɗo ɓiɓɓe o ko ɓiya Aldiakou Aldiakou goto ko min woni Aziz Abdou Bakary Diallo eyi ni woni Aziz Bakary haywa mbaɗɗa ɓi Aysata Coumbourou aɗa selli jawwin toon aɗa selli mbaɗɗon tan Mayram Ali mbiyeten Mayram Ali Mayram Ali Diaw jawwin toon mbaɗɗon ça c'est ma sœur koko ayni yimɓe kala ko jiidi jawwin toon ɓurɓe fasnandir Le problème purement technique, c'est les distances à parcourir, c'est le transport, c'est la chaleur, c'est l'organisation sur une journée où passé 11 heures il commence à faire vraiment très chaud.
et ce jusqu'à bien 17h. Donc c'est vraiment des journées de tournage qui s'étirent entre des possibilités de tourner le matin et l'après-midi. Et la lumière qui nous quitte assez rapidement une fois que la chaleur baisse. Et du coup, c'est des enjeux de temps de tournage assez étroits avec lesquels il faut jongler pour pouvoir avoir une luminosité correcte. Et puis c'est la difficulté de se réunir avec les bonnes personnes au bon moment et de pouvoir clore tout cela sur une période assez restreinte, vu qu'on est parti 2 fois 2 semaines sur le terrain, ce qui est quand même, sur l'ensemble, un mois c'est beaucoup, mais avec beaucoup de gens à voir et beaucoup d'heures de rush en conséquence. J'ai connu Bakary Diallo grâce à Seydou Nourou Ndiaye, qui est un ami éditeur à Dakar, aux éditions Papyrus Afrique, un militant des langues africaines, un éditeur en langue nationale. Et donc lui, il a écrit un article il y a très longtemps, en 2005 je crois, sur Bakary Diallo, qui s'intitulait « Bakary Diallo écrivait aussi en pulaar ». Donc il m'a parlé de cet article, il m'a dit qu'il avait rencontré l'une de ses filles, Solange Diallo, au Zimbabwe, et qu'elle lui aurait récité des poèmes de son père. Donc c'est à partir de là que la recherche a commencé. Donc j'ai rencontré d'autres de ses enfants, notamment Sira, qu'on voit à l'écran, Aziz, Dontiama, qui a une mémoire exceptionnelle, et puis Minel. Enfin, j'ai rencontré beaucoup d'enfants, dont Barkewi, l'aîné de la famille. Voilà, donc petit à petit, il y a une recherche qui s'est construite, et surtout il y a une convergence. Une convergence d'intérêt, c'est-à-dire que les enfants avaient très envie de réparer quelque chose par rapport à leur père. Ils avaient un profond sentiment d'injustice pour un père qu'ils adoraient, qu'ils aimaient, qu'ils admiraient. En France, M. Bakary Diallo est aussi un des premiers écrivains en langue nationale. Ses documents manuscrits sont à mon niveau et le président Senghor en dispose également. Ces courriers témoignaient des tentatives de publication de 6 manuscrits, alors que nous ne connaissions que Force Bonté. Ils étaient écrits en plusieurs langues, en français, en pulaar et dans une autre langue sénégalaise, le wolof. J'avais l'impression que cette écriture plurilingue était liée à une ambition politique assumée qui mettait les langues européennes comme africaines sur un même pied d'égalité. Au milieu de ces papiers épars, il subsistait des fragments de textes écrits en français, comprenant des vers en pulaar. Autant d'indices laissant deviner une activité littéraire intense. C'est en français, mais dedans, tu as des poèmes en peul. Bon, je vois ici, tu as des... Voilà. On a la preuve qu'il écrivait en peul, en tout cas. Ça, tu le savais, c'est pas une nouveauté, mais... les oiseaux, là, ça... On migre. Tu viens ? Bakary Diallo s'est adressé à des institutions universitaires, à des écrivains, aux autorités coloniales pour être publié. Beaucoup ont témoigné dans leur réponse de ses qualités d'écrivain, promettant souvent une publication. Mais aucune de ces promesses ne fut tenue. Pas d'édition, et pire encore, aucun manuscrit ne fut retourné, malgré les efforts de Bakary Diallo et de sa famille pour les récupérer. Comment expliquer que tant d'intérêt manifeste pour ces œuvres se soit soldé par une absence totale de publication? Il faut bien se rappeler que nous ne serons pas ici toujours. Nous sommes appelés à disparaître. Mais avant cela, je voudrais que voir ne serait-ce qu'un de mes ouvrages édités. Quand même, ce serait un encouragement à me porter dans l'autre monde. Et un exemple à suivre pour d'autres. Et un exemple aussi pour la jeunesse du monde. Malgré nos recherches, pas de manuscrit. Cet échec rendait compliqué le travail sur son œuvre. Mais il nous restait la cassette d'Aziz. Son père y récitait des poèmes. Cette cassette était désormais notre seule chance de faire connaître la poésie de Bakary Diallo. Nous nous laissions guider par la voix du poète vers le territoire où tout a commencé,
le Fouta Toro. Ce qui m'a le plus touché, c'est d'arriver dans une région et accompagné de Mélanie, donc qui a été plusieurs années, plusieurs fois d'affilée et qui a noué des liens très forts avec les gens sur place. Et c'est d'avoir été aussi bien accueilli et aussi chaleureusement accueilli et aussi efficacement aidé par les gens sur place pour travailler. Et notamment, en cela, je voudrais remercier les enfants du poète, notamment Sira et Aziz, qui ont vraiment tout fait pour que ce film ait lieu et qui m'ont accompagné à chaque fois que j'en avais besoin et qui étaient très volontaires et très motivés. Et c'était touchant d'avoir une aide si précieuse pour le travail. Alors, c'est vrai que dans le film, on a tenu à montrer ça. Comment, à un moment donné, une recherche fait un virage à 90 degrés et elle change complètement de direction parce que finalement, on se rend compte que le plus intéressant, c'est pas forcément de retrouver ce manuscrit, mais c'est plutôt la découverte de toute cette mémoire qui est restée et qui est là dépositaire des poèmes qui témoignent en fait de l'existence d'une poésie qu'on n'arrive plus à retrouver à l'écrit. Je pense qu'en fait, son œuvre est arrivée à un moment, et surtout elle a été lue et critiquée à un moment important dans l'histoire de l'Afrique, qui est celui des indépendances, et que effectivement, on n'était peut-être pas prêt à entendre le message que Bakary Diallo voulait faire passer dans Force Bonté. On ne voulait peut-être pas voir Force Bonté comme une expérience personnelle de vie. Et donc c'est peut-être aussi parce qu'il était autodidacte, qu'il a appris seul à lire et écrire en français, et que seul il a écrit en poulard. Il a inventé son propre système de transcription à une époque où personne ne le faisait, donc il était le seul. Donc je pense qu'il y avait un ensemble d'éléments qui faisait de lui quand même un original. Il avait aussi fait le choix de vivre en milieu rural, alors que tout se passait à la capitale, quoi. Et lui, il avait fait ce choix radical de revenir chez lui, dans son village en 1928, et d'écrire ses livres là-bas. Il voulait que le monde vienne à lui dans son village, et pas l'inverse. Donc il s'est aussi mis à l'écart d'une certaine vie intellectuelle, je pense. Et bon, voilà, il y a un ensemble d'éléments qui font que on l'a progressivement oublié. Il y a des vers, il y a des images poétiques qu'on ne comprend pas forcément, que même les enfants ne comprennent pas. Donc c'est un poème qui avait pour objet Mbala, donc le village d'où est originaire Bakary Diallo. Donc il n'y avait que les habitants de Mbala qui pouvaient peut-être nous renseigner sur la signification éventuelle de cette image, qui nous échappait complètement, et qui échappait complètement aux enfants aussi du poète. Et enfin, s'il n'y avait pas eu cette cassette altérée par le temps, il n'y aurait pas eu ce voyage dans le Fouta pour essayer de comprendre de quoi parle cette poésie. Il n'y aurait pas eu toutes ces séances de travail sur les mots pour essayer de la transcrire correctement, parce que des fois on n'entend pas très bien. Ça nous obligeait à réfléchir sur le langage en permanence, donc aux interprétations possibles, ce que peut-être on n'aurait pas fait si on avait juste eu l'écrit et on ne se serait pas fatigué.
Et c'était effectivement assez rigolo parce que nous, on est parti voir des anciens. À la base, on nous avait dit qu'il vaut mieux aller voir des gens plus âgés. Et il y avait beaucoup de jeunes dans l'assistance. Et finalement, c'est un jeune qui a démêlé le problème. Et c'est tout un symbole, quoi. C'est très... on a vraiment adoré ce moment. Ça, c'était... Alors, que dire? Déjà, il faut terminer tout le travail sur Bakary Diallo. Donc ça suppose éditer ces textes pour les faire connaître à la jeunesse. Donc la première étape est faite, c'est-à-dire le film. Et donc maintenant, la deuxième étape, ça va être l'édition des textes, tout simplement. Donc on va rééditer Force Bonté avec une nouvelle préface pour expliquer un petit peu qui était, à partir du document, qui était Bakary Diallo, et replacer cette œuvre dans son contexte historique et la lire autrement que ce qui a été lu. Donc c'est important qu'elle soit de nouveau disponible pour les jeunes, notamment au Sénégal, mais lue différemment. Et puis il y a toute son œuvre en poulard qu'il faut absolument éditer. Et il y aura d'autres surprises. Voilà, donc du travail en perspective. On espère aller au bout.